YouTube. J'espère que vous allez bien. Ça, c'est pour vous, c'est le scan de Razi, vous le savez. Nouveau dérapage raciste de Pierre-Jean Chalençon. Je vous dis les termes direct, mais avant ça, merci en tout cas de donner de la force à la chaîne sur le Tipeee. Vous êtes de plus en plus nombreux. On a dépassé les 100 tipeurs. On lâche pas l'effort de guerre, le vrai, celui qui nous crée cette indépendance de propos, de liberté de ton, de pouvoir créer de plus en plus d'événements. Et d'ailleurs, samedi 29, ce samedi, là, dans 5 jours, c'est tout le monde le sait, le jeu préféré des Français. Et si vous voulez participer dans le public, vous allez sur le lien dans la description. Il y a les billets qui sont disponibles pour pouvoir venir nous rire, qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse passer un très bon moment. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous prenez votre petit billet sur le lien billet web pour venir nous voir ce samedi. Et d'ailleurs, il reste peut-être des places en tant que participant. Donc n'hésitez pas à envoyer votre petite candidature à tlms.leshow@gmail.com. Vous avez le lien dans le chat. Et évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit message. D'ailleurs, oui, aussi sur la vidéo pour faire remonter. Hein. Vous cliquez sur abonner, la cloche. Je vous rappelle qu'on est sur une chaîne qui a plus de 323 000 abonnés. Et ça, c'est génial parce que ça a augmenté vraiment depuis le début de CKR. Bientôt 2 ans, merci. On a commencé à 319 000, mais c'est pas normal. 319 000, on fait des chiffres de gens qui ont 5 000 abonnés. Donc je pense qu'on doit réinvestir cette chaîne qui a été sinistrée parce que pendant des années, j'ai pas posté. Alors je compte sur vous. N'hésitez pas à balancer votre commentaire pour faire remonter cette vidéo dans l'algorithme, triste algorithme qui décide de ce que l'on doit regarder ou pas. Et c'est là que le bas blesse. C'est pour cela qu'il faut toujours, pour la France, contre l'immigration, cliquer sur abonner, liker et écrire un commentaire. On va aujourd'hui parler du nouveau dérapage raciste de Pierre-Jean Chalençon. Vous vous rappelez, rendez les joyaux de la couronne. Là, ça y est, il est en roue libre. On lui a redonné un peu de flow, un peu de gaz. Et maintenant, il n'arrête pas. Hein. Là, il n'arrête pas. Il a invité un peu à gauche, à droite. Il dit de la merde. Et surtout, les gens se souviennent ou découvrent que c'était un putain de droitardé, racelard d'extrême droite. Là, vous allez voir cette vidéo qui a fait beaucoup parler. C'est de Pierre-Jean Chalençon, nouveau dérapage. C'était dans une émission, là... je sais plus comment elle s'appelle, je vais vous le dire, où il parle du voile, voilà, il revient sur ses propos pour dire, quand il parlait de la bamboula, et évidemment, le mec ne s'excuse pas. C'est une bamboula, je n'en peux plus de cette bamboula, et bamboula c'est une chanson, ça n'a rien de raciste, bamboula c'est une chanson que Carlos a chantée, la bamboula c'est une danse festive africaine, je n'en peux plus. Les gens, toutes ces bonnes femmes. C'est cette explication pour dire c'est pas raciste, c'est une danse africaine, dans oui, bon sang, oui, donc ça l'est. Avec des foulards. Je n'en peux plus, je ne les supporte plus. C'est plus fort que moi. Si ça continue comme ça, je vais rentrer dans le tas. C'est devenu... Si ça continue comme ça, je vais rentrer dans le tas. Des gens qui portent le voile. Si ça continue comme ça, le voile, je n'en peux plus, je vais leur rentrer dans le tas. Est-ce que ce serait pas une menace de violence contre des citoyennes en raison de leur appartenance religieuse ? Est-ce que ce serait pas des menaces de violence? Est-ce que ce serait pas condamnable par la loi? Parce que s'il faut te saigner judiciairement parlant, chacal, on va pas se priver, je crois. En fait, je sais pas, hein. Je sais pas. Je pense que, putain, mais vivement, c'est pour ça que je vous dis, vivement qu'on monte là tout l'organisme CKR avec la veille médiatique, le logiciel Ziteo et surtout qu'on ait nos juristes sous la main. Tu me diras, il y a Manus Legis. Hein, si jamais vous voulez nous dire si c'est possible de porter plainte, on le fait avec grand plaisir. Parce que, mais gars, je pense que vous n'êtes pas prêts. Tu n'es pas prêt, chacal. Du nombre de plaintes que vous allez vous manger dans le plus grand des calmes. On va vous fatiguer judiciairement. C'est ça le but. Quand je vois en Iran qu'il y a des dizaines de milliers de gamins, qu'il y a eu des centaines des milliers d'arrestations, des centaines de pendaisons de garçons et de jeunes femmes à cause de ce putain de foulard de merde. Mais on n'est pas en Iran, donc ferme ta gueule. Oh là c'est là, pas une question de mode, on n'est pas chez Jean-Louis Scherrer, on n'est pas chez Pierre Cardin, là. C'est pas marrant. Il faut arrêter, il faut être comme en Italie avec Mélanie ou comme dans certains pays, il faut interdire ce putain de voile. C'est interdit en Italie, le voile? Qu'est-ce qui vous dérange concrètement là-dedans?
Tout. Je ne les supporte plus. Je ne les supporte plus. Je ne les supporte plus, je ne les supporte plus. Donc, je vous le dis, je le dis à la caméra. Ah, mais c'est ça, ouais, Mélanie, elle a rien à... Le mec, il est en train de lancer des bails, on sait même pas de quoi il parle, et il te dit... Il faudra mettre le chaton sur le... Sur le... Ok. Il sait pas c'est quoi avec sa nappe. Non, mais là, je te jure... Je te le dis aux Français, mais vous allez vous la mettre encore combien de temps dans cette histoire? Vous croyez qu'on a fait la guerre de 1814? Vous avez croyé qu'on a fait la révolution 1870? Vous avez croyé qu'on a fait la guerre de 14-18? La guerre de 39-45 pour en arriver là? C'est comme si demain j'ai ma voisine. C'est quoi le rapport? Alors attention, c'est comme si demain j'ai ma voisine. Là, attention, accrochez-vous, on sent que l'argument va être claqué. Guerre de 39-45 pour en arriver là. C'est comme si demain j'ai ma voisine qui a envie de se mettre des porte-jartelles le soir et de s'envoyer en l'air. Elle fait ce qu'elle veut quand elle est chez elle. Mais dans le domaine public, c'est inacceptable. On est en République. Donc dans le domaine public, si elle veut... Donc sa voisine, si elle veut mettre des porte-jartelles et s'envoyer en l'air chez elle, elle peut. Mais dans le domaine public, et là je pense qu'il s'est dit, bah tu peux mettre peut-être des porte-jartelles, je pense. Bah oui. Alors s'envoyer en l'air, par contre, c'est vrai qu'effectivement, t'as pas le droit de t'envoyer en l'air sur la place publique. Mais les porte-jartelles, t'en mets où tu veux. Je comprends pas. Ça devient insupportable. Bah oui, c'est insupportable parce que t'as pas d'argument, chacal, on comprend pas. Dire les choses, ça va, ça suffit. Vous voulez mettre des foulards? Allez dans ces pays-là, allez en Algérie, allez en Arabie Saoudite, allez au Qatar, mais ne venez pas dans les Pyrénées, ne venez pas à Paris. Dans les Pyrénées, tu sais, oui, dans les Pyrénées à Paris. Bon, alors avis à toutes les sœurs qui portent le voile, les Pyrénées et Paris, c'est mort, tout ce qui est en paix. Mais en revanche, tout le reste, c'est bon. Neuilly, Levallois, Charenton, vraiment tout autour de Paris, ça n'a pas de Pantin, ça n'a pas de souci, hein, il n'y a pas de problème. Putain! Non, mais il est complètement... Le Puy du Fou interdit, ouais, non, le Puy du Fou, faut éviter. Il faut évacuer Lourdes. Bah ouais, c'est vrai, ça, putain. Et toutes les bonnes sœurs à Lourdes, comment on fait? Non, mais c'est pas pareil, parce que c'est les racines judéo-chrétiennes de la France, machin. Oh là 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 là... Poitou-Charentes, c'est niqué. Je sais pas, là, faut vérifier. Hein. Poitou-Charentes, il a pas dit Poitou-Charentes. Normalement, vous pouvez porter le voile en Poitou-Charentes. Hein. Normalement. Mais vraiment, non, mais il est vrai. Je n'ai pas les mots. Je ne comprends pas. Il m'a Kouloutamam. Ouais, voilà, c'est ça. Il est Kouloutamam. Raslar, comme c'est pas permis. Hein. Je sais pas si c'est. Mais on rigole. Mais en revanche. Bon, évidemment, on rit jaune. Mais en revanche, le coup de dire j'ai envie de leur rentrer je vais leur rentrer dedans, ça, c'est de la menace à l'intégrité physique. Et ça, c'est pas drôle. On dit pas ça, Pierre-Jean. Et on sait qu'après, quand il va y avoir les plaintes qui vont tomber dessus, etc., tu vas commencer à venir répleu chez Morandini. On se dit, mais je comprends pas. Mais moi, j'ai des rideaux dans le salon. Mes amis, c'est Maria, c'est Sonia, c'est Fatima. Non, mais j'ai un tapis de prière à la maison. Mon pote, c'est Julien. Parfois, on mange des briques. Non, mais frère, on connaît la suite. Ma femme de ménage est une arabe de jour. Non, mais on sait ce qu'il va faire. Il y a Baba qui dit « me dégoûte », Marlise qui dit « j'en ai marre des euphémismes, ce n'est pas un dérapage, c'est une position raciste, choisie délibérément, assumée et revendiquée ». Ouais, non, c'est clair, c'est plus un dérapage. Il faut le signaler au CCIE, ce gros porc. Et pourquoi il dit que Mélanie a interdit le voile n'est pas interdit en Italie, à ce que je sache. Bah, c'est ça, en fait. En plus, tu mens avec des arguments qui sont faux. Hop, je vais vérifier. Ouais. Parce que là, tu nous dis des trucs, chacal. Alors, la première ministre... Ah. Alors, la première ministre, ça c'est l'Express. Et j'ai aussi Courrier International. Giorgia Meloni veut bannir le port du voile intégral.
Elle veut interdire la burqa et le niqab dans les lieux publics au nom de la lutte contre le séparatisme islamique, sachant que c'est déjà interdit aussi en France. Donc, il raconte de la merde. C'est le voile intégral. Donc, en fait, il dit n'importe quoi. Non, mais a priori, là, je vois à Courrier International et l'Express, ça parle du voile intégral. Mais c'est pas le voile. Donc, c'est pas le... Donc, vraiment, il a sorti de la merde. Encore une fois, des trucs sortis de tout droit de son fiac. Et voilà ce qu'il dit, hein, parce que c'est évidemment... il a décidé d'enchaîner. Là, c'est sur la Palestine maintenant qu'il parle. Parce que vous avez l'impression que la culture musulmane, enfin, la religion musulmane et la culture qui va avec, est une menace pour les valeurs françaises? Ah bah, c'est plus qu'une menace, c'est Ebola. Ah, bien sûr. On n'a rien à faire avec ces gens-là. Ça n'a rien à faire. Avec ces gens-là, Chacal. Chacal, tu parles tellement mal. Oh là 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 là. La Palestine, mais on s'en branle de la Palestine. Mais je m'en fous comme dans Qatar. Vous croyez qu'à l'époque de Louis XIV, de Napoléon III, même de la première, on se foutait de ce qui se passait à des milliers de kilomètres, on s'occupait de la France? Ah bah oui. Au pire de l'Europe? Bah oui, au pire de l'Europe. C'est vrai que c'est pas sous Napoléon hein, qu'on s'occupait aussi des colonies qu'on avait partout. Non mais c'est un truc de ouf. T'es un spécialiste de Napoléon, tu te fous de notre gueule ou quoi? On s'en foutait, hein. On s'en foutait de tout ce qui se passe de l'autre côté. Ah, non, mais... Quoi? De quoi Haïti? Non, je connais pas. Je connais pas. Non, mais c'est une dinguerie. Le mec dit que des trucs faux. Et en face, là, l'intervieweur, il est con comme un balai. Le frère, il le reprend même pas. Spécialiste de Napoléon. Le frère, il aime qu'une partie. Hein. Voilà, c'est la... Mais... Non, mais frère... Parce qu'on était aussi un peu moins concernés, parce qu'on était moins au courant aussi de ce qui se passait. Mais à force d'être trop au courant, on est au courant de tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qui se passe en Chine? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qui se passe en Algérie? Napoléon n'a pas été en Égypte par hasard? Non, apparemment. Je m'en branle, je suis français, je m'occupe de ce qui se passe chez moi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Non, mais le mec... Non, l'intervieweur le laisse s'enfoncer. Non, mais parce qu'il n'a pas les capacités intellectuelles, l'intervieweur, quoi. Il a été, ouais, dans les chats, tout le monde le dit. Bah tiens, Napoléon, comme Hakim qui dit, Napoléon a été pourtant en Égypte. Et c'est qu'il n'y a pas que la France qui intéressait, il n'y a pas que la France qui l'intéressait, ou bien je me trompe. Marlis qui dit, bah applique ton adage et ordonne-toi toi-même avec les paroles bien propres. Et c'était dans la même interview raciste, d'ailleurs, qui parlait aussi de Rachida Dati. Vous allez voir, c'est du grand n'importe quoi. Hein. On va apprécier. Hop. À un moment de l'histoire de France où les Français sont à deux doigts d'une révolution, on est à deux doigts d'une guerre civile, une révolution dangereuse, sanglante. Et je pense que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, que les musulmans, en tout cas l'islam, nous a déclaré la guerre, car comme le disait très bien Eric Zemmour il y a quelques jours, la différence entre islam et islamiste est devenue comme un mouchoir comme un papier de cigarette. Aujourd'hui, déjà, quand tu cites du Zemmour en mode comme si c'était un grand penseur, ça en dit long sur ta capacité à savoir mobiliser tes neurones, à compter 2 par 2 et lasser tes chaussures. Si demain il y avait une guerre, ce serait contre la France et même un certain nombre de nos amis fraîchement nommés français, qui viennent d'Algérie, du Maghreb ou d'ailleurs, qui sont des gens qui sont prêts à s'assimiler. L'assimilation est importante. On parlait de Rachida Dati qui est ministre, par exemple. Elle est assimilée? Oui et non. En quoi? La façon dont elle... Franchement, s'il y a bien quelqu'un, si tu peux pas dire qu'elle n'est pas assimilée façon les codes des droitards, c'est elle. Elle est un peu pétroleuse. Enfin, excusez-moi. Pétroleuse? What? كله تمام. Ah bah je sais pas. Elle est assimilée, oui, mais enfin, d'une certaine façon. Il y a quand même un socle qui est toujours là. Je mange. La façon dont elle parle aux gens, dont elle a un côté... Un racisme pétrolier. Non mais une pétroleuse, moi ça me rappelle une sombre histoire d'un mec de télé-réalité là, qui était venu à Renoir, là, je sais plus comment il s'appelle, qui était venu parler de son ex. Pétroleuse qui est terrifiant. Enfin, à la fois elle était sur LCI, elle est revenue sur le plateau, machin. Ça se fait pas. Enfin, on est où? On n'est pas dans le grand bazar, là, on n'est pas dans les souks. Entre guillemets, aujourd'hui, ces gens-là ne sont jamais assimilés comme se sont assimilés des Espagnols, des Italiens, des Polonais. Je suis désolé. Du fait de leur religion, du coup. Oui, parce que cette religion, c'est l'islam. L'islam, elle est incompatible avec la République.
C'est autre chose. D'ailleurs, vous avez vu le sondage récemment qui est arrivé il y a quelques jours. Ah, il est content là, parce que lui, évidemment, il a lu les articles qui parlaient du sondage, il n'est pas allé checker et voir la rigueur avec laquelle a été fait ce fameux sondage. Les jeunes Flop. Les jeunes de l'islam considèrent que l'islam est au-dessus de la République. Non, mais c'est surréaliste, on n'a jamais vu ça. C'était pas ce qui a été écrit. Et ces gens-là ne sont pas assimilés. Ces gens-là n'ont rien à faire chez nous. Chez nous, en fait, ces gens-là, ils sont français. Je ne suis pas raciste. Mais même Mais si, à partir du moment où tu te sens besoin de le dire. au pire, s'il fallait que je le dise, je le deviendrais, puisque ces gens-là le sont plus que nous. J'aimerais bien que tous les gens qui arrivent du Maghreb donnent 5 000 € à la France. Ça se saurait. Nous avons un vrai problème, et que si nous ne réagissons pas dans les semaines, dans les mois à venir, nous sommes fichus. Enfin, moi, en tout cas, je me barre. Je me barre, je me casse, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Les gens, toutes ces bonnes femmes avec des foulards, je n'en peux plus, je ne les supporte plus. C'est plus fort que moi. Si ça continue comme ça, je vais rentrer dedans le tas. Et là, on avait vu, évidemment, cette partie-là. Est-ce qu'il y avait autre chose derrière? Attends, j'ai vérifié. Mais c'est l'armée qu'il faut envoyer à Marseille. Est-ce que c'est pas de notre faute, c'est aussi les nôtres? Parce que justement, vous dites, ils sont pas marocains, ils sont pas machin, mais ils sont français, effectivement, c'était pas notre... Ouais. Vous préférez Jacques Chirac ou Jésus en tant que chrétien? On se souvient de cette question qui avait été posée par Tariq Ramadan à Philippe de Villiers. Le gars avait dit Jésus. Notre faute, un peu. Mais bien entendu que c'est de notre faute, c'est pas de leur faute à eux. Mais bien sûr que c'est de notre faute. C'est pas de ma faute ni de la tienne. C'est de la faute de tous ces politiques de merde. Ce sont des victimes. Moi, je ne dis pas que ce sont des... Non, je dis que les jeunes des banlieues, tous ces gens, sont des victimes collatérales, mais qui aujourd'hui nous font un mal terrifiant. Mais je sais bien que ce n'est pas de leur faute. Ils sont aussi victimes que nous. C'est ça qui me fait de la peine. C'est pour ça que moi, je les apprécie aussi. Je n'ai pas de problème vis-à-vis de ça. Parce que je ne supporte pas, c'est le voile. Quand je vois ce qui se passe en Iran aujourd'hui... Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que la culture musulmane, enfin, la religion musulmane et la culture qui va avec, est une menace pour les valeurs françaises? Oh bah, c'est plus qu'une menace. Et ça, on l'avait vu. Bon, il raconte de la merde, mais en 4K et au centimètre carré, c'est très compliqué de devoir débunker tout le truc. Mais force est de constater que voilà, il sort que des trucs, des infos sorties de son fiac, si ce n'est le sondage IFLOP qui a été débunké dans l'épisode précédent de CKR et que je vous invite à aller checker sur la chaîne Replay et sur la chaîne classique et sur les plateformes d'ailleurs, sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify et Apple. L'instant promo étant fait, on se rend compte que cet individu ne sait pas de quoi il parle, mais que comme il est animé par sa volonté de stigmatiser une partie de la population, comme n'importe quel droitardé, je vous rappelle qu'il est extrême droite, soutien de Jean-Marie Le Pen de son vivant, il le considérait comme son deuxième papa, nous le rappelait Bilal dans les commentaires, et c'est là-bas, lors d'un événement, d'un anniversaire de Jean-Marie Le Pen, qu'il avait été pris en photo avec Dieudonné et qu'après il s'était chié littéralement dessus. On parle d'un mec qui veut donner son avis sur tout, qui ne sait visiblement pas gérer beaucoup de choses, déjà ses émotions, ni son oseille, il a été surendetté, viré de la télé, il a vendu son palais aux enchères, il est criblé de dettes. On imagine que voilà, il n'a pas une gestion très napoléonienne de ses deniers et qu'il passe plus son temps à faire la fête, à raconter de la merde qu'autre chose. Et c'est pour ça qu'il essaie de se réhabiliter à travers cette histoire-là des vols, des joyaux, de la couronne, parce qu'il s'est rendu compte qu'on pouvait lui redonner un peu d'intention et derrière de pouvoir essayer de reconquérir un peu. Tu sais, s'il y a un billet à gratter, il va y aller. Et il a tout de Napoléon dans la défaite. Et exactement, très bonne punchline d'historien. Mais vous allez voir, à l'époque, chez lui, c'était quelque chose. Et cette vidéo-là, elle ne pourra pas être visible sur YouTube si vous regardez là en replay. Je suis désolé parce que c'est une vidéo de Lina et qu'il bloque le contenu. Mais pour celles et ceux qui sont en direct sur YouTube et Twitch, vous allez pouvoir voir la maison. On essaiera de la décrire pour celles et ceux qui ne peuvent pas la voir. Pierre-Jean Chalençon qui est avec nous. Si vous aimez Napoléon, c'est simple, un conseil. Oh, la toté qu'il a! Ah, c'est un autre homme. Là, on aurait dit qu'il était dans Harry Potter, le frère. Ah ouais, là, c'était plus Paul Naref, là. Allez vous installer, cher Pierre-Jean Chalençon, vous aurez l'impression de vivre. Alors là, pour celles et ceux dont la vidéo est bloquée, oui, on pourrait dire que c'est Malfoy.
Petit costume classique, il n'avait pas son collier de chien qui pèse 3 kilos autour du cou. Petite cravate brodée de divers motifs. Des petites lunettes façon le professeur Tournesol. Et une pecou à l'ancienne, les cheveux en arrière, un peu coupe vraiment de prof des années 80. Avec Napoléon tous les jours. Regardez. Ah ouais, putain, c'est pas une maison là. C'est un dépôt. Je sais pas. Il n'y a plus de place pour marcher. On commence la visite du château extraordinaire, château impérial, avec une tapisserie des Gobelins offerte par Napoléon au maréchal Berthier en 1812. C'est superbe, c'est d'une qualité extraordinaire. Là, vous avez le buste du patron, parce que pour moi, c'est le patron. À chaque fois que j'arrive ici, je touche toujours la tête de Napoléon. C'est un signe de ralliement, peut-être. C'est très gênant, surtout. Hein. Je pense que si Napoléon il avait été là, il t'aurait dit « Je vais te couper la main, chacal, enlève ça tout de suite. » J'ai la chance d'avoir l'une des toutes premières lettres connues de Napoléon Bonaparte à l'âge de 15 ans, où il donne son emploi du temps à l'école militaire de Paris, et la signature rarissime où il signe Napoleone di Buonaparte. Putain, il écrivait bien. Napoléon, il écrivait en italique et tout. Putain, stylé. Extraordinaire, les cheveux de Napoléon. Là, ils sont dans une petite boîte qui appartenait à la sœur de Napoléon. Elle les a coupés en 1814 à l'île d'Elbe. Alors, je sors les cheveux. Il a le slip de Napoléon. La vie de ma mère, il doit avoir des trucs dégueulasses de Napoléon. Il n'ose pas le dire. Lui, ça se voit qu'il a fait des dingueries là dans son... Dans son mausolée, là, dans son... C'est important d'avoir la provenance. Hein. Son hôtel. Plus la provenance est bonne, plus les cheveux sont rares et recherchés par les collectionneurs ou les musées ou les... Ah ouais, donc il a des poils de pubis de Napoléon, mais c'est un truc de ouf. Waouh, c'est pas des veuches, ça, chacal. Analystes. Ah, mais il était blond ? Il était plutôt châtain roux même. Hein. Et alors ces cheveux ont une histoire, ils ont été analysés, ils sont en train d'être analysés, et dans quelques semaines, on connaîtra si oui ou non il a été assassiné. Arsenic et vieille dentelle. Arsenic et vieille dentelle. Et ce serait tellement drôle que là, quand tu découvres... Ah non, ça appartient à Jean-Pierre Avidol. Il est mort il y a 3 ans. Désolé, on s'est foutu de ta gueule, chacun. Il était islamo-gauchiste. Bah alors là, je vous montre le lit de Napoléon. Ah ouais, le mec, il a à fond. Son lit de campagne qu'il avait quand il était... Même aux Tuileries, puisqu'il dormait dans son lit. Vous avez la... Il va rien savoir du tout avec ça. J'avoue. Et grâce à ses cheveux, on va bientôt savoir dans 2 semaines ce qu'il avait mangé avant de mourir et quelle était sa recette préférée et surtout s'il aimait bien chanter. Chemise de Napoléon, cette merveilleuse chemise qui est même tachée de sang. C'est une des dernières chemises de Napoléon avec le caleçon de l'empereur. Vous ne prenez pas un peu trop pour Napoléon, là ? Je ne réponds pas. Je me prends rarement pour Napoléon, mais quand j'ai son chapeau, effectivement, de temps à autre, on pourrait se dire, je pourrais me promener dans la rue, mais j'ai une plus grosse tête que lui. Donc, je ne peux malheureusement pas mettre son chapeau. Ah, il a vraiment le slip. Il a vraiment le slip de Napoléon se batte. Il faut savoir que Napoléon aimait manger dans de l'argenterie. Bien sûr, à l'époque, c'était de l'argenterie. Mais ce sont ces couverts là qui sont ces couverts personnels à Waterloo, la bataille de Waterloo. Mais il mangeait très mal. Sûr et certain, il a déjà mis le caleçon pour ce LeBron James. Non, mais c'est sûr. Il sait LeBron James sur tous les trucs que vous voyez là. C'est sûr. En fin de compte. Et il buvait très mal, puisque le vin, il le coupait à de l'eau. Il mangeait le midi, imaginez-vous, entre 5 et 7 minutes. Le soir, entre 12 et 15. C'est-à-dire que quand vous étiez... Ah ouais, t'as su ça grâce à l'analyse des cheveux ? Si invité à Malmaison, eh bien, il fallait mieux manger avant. D'ailleurs, il était de bon ton de manger avant. Et Joséphine, ça c'est assez amusant, Joséphine, jusqu'en 1809, eh bien, suit l'étiquette de la cour, mais à partir de 1809 et le divorce, elle est toute seule. Elle va... Nouveau qui dit bien faites-moi penser qu'après que je sois devenu président, je brûle mes slips parce qu'avoir des fans comme lui, je pourrais pas. Non mais tellement Napoléon, il doit être dégoûté là en voyant ça. À prendre 20 kilos. Et elle devient une grosse dindon. Alors vous avez de la place pour vous là ? J'ai de la place pour moi, en fait voilà ma chambre. C'est une petite chambre, mais vous voyez, je suis toujours réveillé par un homme merveilleux qui m'éblouit chaque matin. C'est les rayons du soleil d'Austerlitz qui brillent pour moi chaque matin, c'est l'empereur par le baron Gérard. Et vous dormez là ?
Je dors là, vous voyez, je suis dans mon lit là. On est bien, c'est merveilleux. Je n'attends plus que ma Joséphine. Oui. Joséphine. Joseph, hein. Plus Joseph que Joséphine, hein. Tu vas pas le faire à nous. Enfin, c'est lui qui l'a dit, remarque, c'est même pas une vanne. Alors, Pierre-Jean, c'est pas de l'amour, c'est de la rage. Voilà. Vous consacrez quoi? Toute votre vie, vous aussi, à Napoléon? Vos économies aussi, j'ai envie de dire. Tout. Je mange des pâtes. Ouais. Je ne ferai pas de pâtes, de pub pour les pâtes, mais non, c'est vrai, toute ma vie, 24 heures sur 24. Depuis l'âge de 8 ans, en fait, je suis tombé dedans. Mes parents m'avaient offert une bande dessinée. Et puis après, tous les week-ends, c'était Malmaison, c'était Les Invalides. Et puis maintenant, j'essaie d'en vivre, c'est pas évident, mais c'est vrai que grâce à tous ces bicentenaires, on arrive à organiser des expositions, des ventes aux enchères, des spectacles, enfin, je suis très heureux. Alors Pierre-Jean, vous êtes venu avec quelques objets qu'on va regarder. Oui, je vous ai apporté qui sont en votre possession. Tout à fait. Alors, c'est impressionnant, en fait, sa chevelure, on dirait un hérisson. Je vous ai apporté le portefeuille dans lequel on apportait les décrets à l'empereur pour les signer. Est-ce qu'on peut encore trouver des objets ayant appartenu à Napoléon, à Bonaparte? Oui. Je vous invite le 17 novembre prochain à Fontainebleau. Il y a une chemise de l'empereur qui va être vendue. Il va y avoir un mouchoir, il va y avoir plein d'objets. Il y a une brosse à chiottes de Napoléon. Sûr que c'est une chemise de l'empereur? Sûr et certain. Elle n'est pas tachée de sang, celle-là. Sinon, il faut venir chez moi, mais sinon, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, dans le monde entier, ce sont des Américains. Ouais, un empire qui finit dans un vide-grenier parce qu'il est endetté, ce bâtard. Il rend même pas hommage. Napoléon d'être dégoûté. Chacal, déjà, t'es chelou avec mes bails. Et en plus de ça, tu vas les vendre chez Cash Converter parce que t'as tout claqué dans la coke et dans les soirées, putain. Ce sont des Japonais, énormément d'étrangers. Et les Français s'y mettent. Même M. Pinault s'est mis à financer le spectacle de Robert Hossein, superbe, avec Fabrizio Rongione, qui est extraordinaire, qui ressemble à Bonaparte. Je ne lui ai pas coupé de cheveux pour le moment, mais je vais essayer la prochaine fois. Oui. Alors là, je vous ai apporté quelque chose d'extraordinaire, c'est un mot qui revient souvent dans ma bouche, mais c'est vrai. C'est le premier testament de Napoléon à Sainte-Hélène. Et on parle de Napoléon comme un homme au quotidien, et bien lui aussi. Le prince Napoléon se penche sur votre épaule. Voilà. Et bien c'est le premier testament de Napoléon. En vrai, il écrivait comme un médecin, autant pour moi. Non, avec la plume originale, c'est la plume qui vient des collections du grand maréchal Bertrand. Et dans ce testament, il laisse de l'argent à ses amis, il laisse des objets à son fils, et ses mémoires arrivent en 3e position pour messieurs les historiens. Alors ça, c'est un document important. Il y a aussi quelque chose d'assez amusant pendant son voyage de noces avec Marie-Louise, il ne pense pas à folâtrer, pourtant ils auront un enfant, mais il se met à il crée la Banque d'Italie le 9 mai 1810 à Bergozzone. Alors ça, c'est pas la même écriture que tout à l'heure, de ouf. C'est pas du tout la même écriture, Chacal. Qu'est-ce qu'il nous ment? C'est lui qui a écrit ça. Oh, il est insupportable, le hérisson. Complètement, oui. J'ai les cheveux aussi, monseigneur. Voilà. J'ai les cheveux de l'empereur. Alors d'ici quelques semaines, on va savoir si oui ou non il a été assassiné. Voilà. Alors ça, je croyais que l'expertise était terminée. Alors je les ouvre, mais j'espère que je ne ferai pas terminer sur la mèche de cheveux de Napoléon. Ah bah d'ailleurs, venez, on va faire ça. Alors, analyse des cheveux de Napoléon. Des analyses de cheveux ont été menées dans les années 1960, révélant une concentration anormalement élevée d'arsenic. En 2001, une équipe de chercheurs dirigée par Pierre Chevalier du laboratoire concentration d'arsenic allant de 15 à 100 ppm, bien au-dessus des seuils normaux. La répartition homogène de l'arsenic sur les cheveux, sauf dans certains points ponctuels, ainsi que la présence d'arsenic dans les cheveux prélevés. D'autres analyses, notamment menées en 2003. Imagine le bâtard, il est perdu en montrant les vœux. Tiens, oh merde. Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est ce qu'ils nous disent. En résumé, les analyses des cheveux de Napoléon montrent une exposition chronique à l'arsenic, mais l'origine de cette contamination interne ou externe reste un sujet à débat scientifique. Oui, bah, on s'en fout en fait, il est mort, hein, donc ça n'a pas changé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a Chalençon, donc comme vous avez pu le voir, qui est fan, et c'est là où je voulais en venir depuis le début, mais je vois qu'il y en a beaucoup qui avaient anticipé dans les commentaires. On a un gars qui est fan absolu de Napoléon, et qui est en même temps ultra raciste dans ses propos, et surtout ultra islamophobe. Il menace même de rentrer dans le lard pardonnez-moi l'expression, des femmes qui portent le voile en France. Et en fait, il y a des articles
qui ont été publiés dans Le Point, dans Le Monde, où ils ont donné la parole à des historiens. Et ces historiens t'expliquent qu'à la fin de sa vie, Napoléon a balancé à son pote Gourgaud, ou Gourgaud, pardon. Franchement, la religion de Mahomet, à l'époque il disait comme ça, elle est moins ridicule que la nôtre. Et en fait, on découvre que dès gamin, il lit le Coran et qu'à 20 ans, il a écrit une nouvelle inspirée de la vie du prophète Mohammed. Puis arrive la campagne d'Égypte en 1798, vous en avez tous parlé dans les commentaires. Napoléon connaît déjà bien l'islam et il briefe ses soldats pour qu'ils respectent les imams. Arrivé à Alexandrie, il rassure les locaux en disant « Je viens pas détruire votre religion, je respecte Dieu, le prophète et le Coran ». Ensuite, Bonaparte, il se met en mode RP complet, costume oriental, surnom de Sultan el-Kébir, titre d'Ali Bonaparte. Il s'auto-présente comme le favori d'Allah. Et en 1799, il lâche même une shahada en public. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète. Mais il ne faut pas s'emballer, parce que selon l'historien Khazali, c'est surtout du bon vieux Napoléon, le GOAT de la communication de l'époque, roi du camouflage, le mec qui fait du branding religieux à voleur. Quand il faut gagner l'Égypte contre les Ottomans, il devient musulman. Quand il revient en France et doit régler les cathos, concordat plus couronnement à Notre-Dame. Quand le pape l'emmerde, il l'enferme 5 ans. Voilà un petit peu les bails. Mais certains pensent qu'il se serait converti. Selon l'historien Ahmed Youssef, Napoléon n'était pas fan de l'islam pour la foi, mais pour l'efficacité du système. Quand il a débarqué en Égypte, il était déjà bien briefé, comme je vous l'ai dit. Il connaissait le Coran, il a lu Volney, il a étudié la société locale comme un mec qui prépare une campagne. Et en fait, ce qui l'attirait, c'était le côté... c'est pas le côté prophète de Mohammed, mais plutôt la stratégie. Le côté stratège, ça c'est ce que l'historien raconte. Encore une fois, je ne fais que rapporter les propos de celles et ceux qui ont taffé sur le sujet. Et que le Coran, c'était comme une machine à fabriquer un État avec des codes qui tiennent dans tout leur ensemble. Et Youssef explique que Napoléon, il voyait dans l'islam un modèle d'organisation politique. Un texte central, un empire cohérent, un leader parti de rien qui construit tout. Donc, pour lui, il pense que Napoléon ne voulait pas devenir musulman, mais qu'il voulait devenir un peu comme le prophète, version empire européen. Donc il était passionné par l'islam parce qu'il adorait la façon dont c'était découpé et organisé, comment c'était structuré. Et Louis Blin, diplomate, docteur en histoire contemporaine, spécialiste du monde arabe, explique et répond quelque part à Chalençon. Les racines de sa famille sont dans une petite ville qui est à marge entre la Toscane et la Ligurie, qui s'appelle Sarzana. Sarzana, c'est sarrasin. C'est bien que ses lointaines origines étaient probablement sarrasines ou morts, on ne sait pas d'où, mais en tout cas, il y avait dans ses gènes quelque chose qui le portait vers l'Orient. C'était un catholique qui préférait l'islam au christianisme. C'était un immigré musulman qui était catholique par devoir et musulman par passion. C'était quelqu'un qui considérait qu'il n'y avait pas de contradiction entre les deux grands monothéismes et qu'on pouvait donc concilier les deux foi. Et que bien sûr les pratiquants des deux religions ne devaient pas ériger leurs différences en divergences. Donc c'était un modèle de coexistence, bien sûr en théorie plus qu'en pratique, et c'était aussi un modèle d'intégration parce que il a réussi grâce aux valeurs révolutionnaires qu'il a su exploiter à son profit à s'intégrer malgré son extranéité et malgré sa passion pour une religion qui n'est évidemment pas droit de citer ou peu dans la France de l'époque. Donc si ce modèle d'intégration a réussi, c'est parce que l'environnement le permettait.
à l'époque. Maintenant, on n'imagine pas un chef d'armée essayer de convaincre nos citoyens que grâce à l'islam, il y aura une paix civile en France et que les gens arrêteront de se disputer pour des futilités. Maintenant, les islamophobes peuvent proclamer leur passion pour Napoléon, ce qui est complètement absurde, puisque par définition, un islamophobe ne peut pas admirer Napoléon. Hein. J'espère que vous avez bien entendu les droitards napoléonistes. Hein, Pierre-Jean Chalençon, tu entends ? Quelqu'un qui admire Napoléon doit être islamophile, sinon il se moque du monde. À moins de dire que, il faut croire à ce que disait Napoléon, sauf quand il parle d'islam. Ben, ça tient pas debout. Donc si on veut être fidèle à la mémoire de ce Français qui est probablement le plus célèbre de tous, eh bien, il faut être islamophile. Point barre. Ah. Aïe, 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 aïe. Les droitards facho-islamophobes en PLS. En PLS. Aïe, aïe, aïe. Il a dit les termes en direct de la station thermale. Si tu aimes Napoléon, tu ne peux pas être islamophobe parce que l'islam faisait partie aussi de sa life. Aïe, 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 aïe. Et c'est Louis Blin qui le dit, hein, diplomate et docteur en histoire contemporaine, spécialiste du monde arabe. Ça fait du bien de l'entendre. Il faut être islamophile, carrément. Aïe, 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 aïe. Ah, ça fait mal. Et on voit cet abruti de Chalençon qui dit une soirée gastronomique et française, ça fait un bien fou. Loin des rageux, des cancrelats que nous subissons malgré nous depuis des décennies. Jean Messia, Bruno Attal, les copains. Voilà, qui il tag dans ces que des fachos. Non, mais c'est génial. C'est génial. C'est trop drôle. C'est trop drôle de voir que, effectivement, dans le narratif, les droitards vont nous parler qui adorent Napoléon, comme Éric Zemmour ou Pierre-Jean Chalençon, vont omettre de nous parler de cet aspect-là, de son, certains diraient, orientalisme ou de son islamophilie. Islamophile, ça reste du racisme, dans un sens. Mais en tout cas, on peut voir il vouait une certaine admiration à cette religion et que pour lui, c'était impensable qu'on la combatte dans les propos. Et d'ailleurs, pour finir sur Chalençon, je mettrai cette vidéo. C'est horrible, quand on vous traite d'antisémite, des trucs. Merde, je suis pas antisémite, moi. Ah, depuis qu'il a les cheveux qu'on poussé, c'est plus le même. Hein. J'ai une mezouza à la maison, j'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain, Michael Kramer, enfin tous mes amis. Julien qui est un copain. N'oubliez pas, hein, si un jour on vous accuse d'être antisémite, vous avez Julien qui est un copain. Depuis 24 heures, on dit que des saloperies, c'est horrible. En plus, je suis gay, je suis homosexuel. Et surtout, si on vous accuse d'être antisémite un jour, n'oubliez pas de rappeler qu'en plus vous êtes gay, homosexuel, voilà. Je lutte contre l'homophobie. Il y a un moment, faut arrêter, quoi. Bah oui, c'est pas, il y a pas d'intersectionnalité dans ce que tu dis, toi. C'est très méchant de dire des choses pareilles. Je suis un amuseur, je suis un persifleur, moi. Persifleur. N'oubliez pas de rajouter ça aussi, hein, un persifleur. Je n'ai rien demandé à ces choses-là. Voilà, c'est pour ça. Vous avez vu que par contre les accusations d'islamophobie, ça le met pas dans tous ses états. Hein. J'ai une chicha à la maison. Là, ça va là. Ça me touche et ça me touche au plus profond de mon cœur. C'est pour ça que j'ai décidé hier, le soir de mon anniversaire, je vais vous le dire, avant-hier. Ah, dis-nous tout. Que j'ai eu 50 ans. C'était pas facile parce que j'avais une cinquantaine de gens à la maison et j'ai quand même fait une bonne mine. Hein. Il y avait aussi plein d'amis. Eh bien, j'ai décidé d'arrêter et d'un commun accord avec Jean-Louis Blot, eh bien, on s'est parlé hier. J'ai eu Nicolas Daniel, ils s'étaient tous très peinés et puis voilà. Donc voilà. Mais attends, j'ai compris. J'ai décidé d'arrêter de quoi ?
arrêter. Et décidé hier, le soir, ça me touche et ça me touche de ces choses-là. C'est pour ça que ça me touche et ça me touche au plus profond de mon cœur. C'est pour ça que j'ai décidé hier, le soir de mon anniversaire, je vais vous le dire, avant-hier, parce que j'ai eu 50 ans. C'était pas facile parce que j'avais une cinquantaine de gens à la maison et j'ai quand même fait une bonne mine. Hein. Il y avait aussi plein d'amis. Eh bien, j'ai décidé d'arrêter et d'un commun accord avec Jean-Louis Blot, eh bien, on s'est parlé hier. J'ai eu Nicolas Daniel, ils s'étaient tous très peinés et puis voilà. Donc voilà. Mais j'avais décidé. Mais j'ai décidé d'arrêter quoi? Ça ne veut strictement rien dire. J'ai décidé d'un commun accord avec Jean-Louis Blot. Et oui, d'ailleurs, j'ai décidé d'arrêter de pleurer pour rien déjà parce que j'avais pas de larmes. Non mais ça n'avait aucun sens ces interventions. C'est lunaire, vraiment, mais quel trou du fiac. J'ai décidé de partir et c'était l'occasion, c'était la goutte de trop, il fallait que je parte, voilà. Ah, je décide de partir pour... Est-ce que vous allez faire attention maintenant sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous allez faire attention d'arrêter l'émission Affaires conclues peut-être? Non mais non, pourquoi oh là là. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, voilà... Quel sombre étron que cette personne est, lui se revendiquant le plus grand spécialiste de Napoléon, qui omet évidemment une grosse partie de la vie de la personne dont il a les slips.